Bon allez, ça fait 5 minutes qu'on enregistre des conneries là. Ce serait peut-être temps de commencer à dire des choses qui relèvent un peu le niveau. Attends, je vais trouver la vanne. Je vais pas la trouver, ça va mettre 15 ans à arriver. Ça m'énerve. Le truc dans la voiture pour les roues de secours, pour changer les roues de secours. Le cric. Le cric. Bah ça remonte le niveau ça. Allez. Jean, il aurait adoré. Ouais, non, mais Jean, c'est un public C'est un bon facile. public. Oui, mais il fait la même vanne aussi, donc. Ouais. Ça aurait été très drôle. Non, mais ça aurait été très bien. Allez. Et bonsoir Laura. Et bonsoir Robin. Et comment ça va? Bah ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va super parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Taisez-vous. Et voilà, on est très contents et on reçoit Charlotte aujourd'hui. Bonsoir. Comment ça va Charlotte? Ça va très bien. Bienvenue dans cette émission. Et on te reçoit parce que tu es la bienvenue et l'invité d'honneur de quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui et qui s'appelle Orio, Jean. Je vois pas qui c'est. Oh. Je sais pas qui c'est. C'est parce qu'il est parti C'est avec un dommage. sac à dos, c'est C'est ça, ça. tu l'as renié. Ouais. D'accord. On l'a tout comme nous tous hein, ici, ne t'en fais pas. Non, du coup, oui, c'est Jean qui t'avait parlé du podcast de base. Oui, parce que c'était mon maître de stage en master. Très Voilà. bien. Tu es venu faire ton petit stage à Bordeaux parce que du coup, tu fais pas du tout ta thèse à Bordeaux, c'est ça? Non, mais j'ai fait mon master à Bordeaux. Excellent. Et donc, du coup, tu nous viens d'où? Du Nord-Pas-de-Calais. Du Nord-Pas-de-Calais. Oui. Ça nous fait un sacré triangle quand même avec le sujet de ta thèse en plus. On va brasser toute la France, j'adore. Donc, nous allons travailler sur une thèse en œnologie, si je dis pas de bêtises. Oui, enfin c'est chimie, mais du coup spécialisée. Ok, oui. Chimie du vin. Chimie du vin, d'accord. Donc en chimie du vin, où tu vas nous parler de la typicité aromatique des vins rosés de Provence, approche analytique et sensorielle. Tout à fait. Donc vraiment, on fait un triangle dans toute la France, Bordeaux, Lille, Ouais. la Provence. Là c'est plus Provence du coup, mais Je pense aussi. Le rosé de Lille. oui. Pourquoi pas un jour, mais Non, stop. Il y a trop de rosé. pas en rosé. Là. C'est vraiment l'épisode où je peux pas cracher sur le rosé, c'est terrible. T'as Bah, déjà tu peux, hein, commencé. Tu peux y aller. Hein. Non, mais non, parce qu'en plus, on va parler de typicité aromatique des vins rosés de Provence. Donc je suppose qu'ils ont une spécificité. Bah, c'est ce que je recherche, oui. D'accord. Voilà. Ce qui fait qu'un vin de Provence, c'est un vin de Provence et qu'il est reconnaissable organoleptiquement des autres vins, d'ailleurs. Donc organoleptiquement. Oui. Qui veut dire Déjà, premier mot barbare dès le départ. C'est au niveau sensoriel, donc vue. Enfin, moins la Par les vue, du sens, coup, du coup. mais c'est plutôt nez-bouche. Ouais. Comment un œnologue il va reconnaître que ça vient de Provence, par exemple? Ok, donc je Est-ce suppose qu'il y a que- des marqueurs chimiques là-dedans ou est-ce que... Ça expliquerait pourquoi je n'aime que le rosé de Provence. Typiquement. C'est bien, tu te rattrapes. Non, c'est vrai, mais attends, moi je suis la seule à avoir dit que j'aimais bien certains rosés. C'est vrai, c'est vrai. Autour de cette table, je précise. Sans vouloir viser les autres personnes autour de cette table. Dans le monde. Dans le monde. Le rosé est si détesté que ça. Le marché serait pas terrible, quoi. Non, mais le rosé, c'est. Il y a moi et alors, moi-même. tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais le rosé, quand même, ces dernières années, c'est redorer un peu une image. Parce que c'est vrai que pendant très longtemps, c'était vraiment le parent pauvre Ouais. des vins. Ouais. Puis après, il y a eu C'était, le le rosé vin. pamplemousse et ça a été la joie de tous les jeunes Déjà. pendant des années. C'était horrible. Affreux. C'est pas si horrible que ça, c'est juste le jour où ils ont décidé de dire au lieu de mettre du pamplemousse, on va mettre du sucre. On va Et mettre que du un arôme sucre. pamplemousse Tu fais et du quoi sucre. Tu fais. Mais bon, ça nous a permis aussi quand même de donner le blanc pêche, et ça, c'est extraordinaire. C'est Donc, affreux. non, c'est Encore extra- bien dosé, bien maîtrisé, un blanc pêche, c'est incroyable. Mais c'est comme tout. Comme tout, parce que voilà, c'est bon bref, on va pas partir sur ce débat-là. Mais c'est comme si t'achètes une brique de jus de pamplemousse dégueulasse et que tu le mélanges à du rosé. Bon bah c'est un rosé des pamplemousses, mais c'est dégueulasse. Oui. Voilà, j'ai que ça qu'à dire. Donc, pardon, on se retrouve donc pour la typicité aromatique des vins rosés de Provence. Et donc du coup, tu vas faire une approche analytique et sensorielle. Exact. Alors, est-ce que c'est dans ce sens-là que tu le fais ou c'est plutôt genre d'abord chercher s'il y a une spécificité sensorielle, donc par l'odorat et par le goût, et si tu trouves cette spécificité-là, on part dans l'analytique chimique, ou est-ce que c'est plutôt partir sur de la chimie et voir si ça a une influence sur le sensoriel? C'est un peu les deux. Ok.
En fait, il y a déjà pas mal de choses qu'ils savent sur le terrain, les vignerons et le centre du rosé avec qui je travaille. Ils savent déjà pas mal de choses sur les arômes, eux, avec leur regard sensoriel. Donc déjà, ils veulent que je vérifie ça au niveau chimie, si on le retrouve ou pas, si on a des marqueurs qui permettent d'expliquer ces différences-là ou pas. Et après, avec la chimie, si on a des composés qui se démarquent en Provence par rapport à ailleurs, essayer de les caractériser aussi sensoriellement après l'analyse chimique. Alors, est-ce que déjà il y a une première approche de terrain, à savoir voilà, le sol, le climat, les cépages utilisés, etc. Ça, ce sera plus à la fin. D'accord. Ah, ok. Ouais. Enfin, c'est plus pour la lecture des données, en fait. Si avec les analyses statistiques que je ferai à la fin, si on arrive à séparer des groupes en fonction cépage, en fonction terroir, etc. Et du coup, t'as pas tes plans, genre t'as pas de planter de la vigne en disant bah là je plante tel truc, non. truc, ou dans telle ou telle région et je regarde qu'est-ce qui s'est passé quoi. Tu récupères Non, là plutôt je des trucs pars qui sont déjà de vins faits. commerciaux. Okay. Ouais. Ouais, parce qu'on peut se planter la vigne pour une thèse en 3 ans. Non, mais pas planter la vigne, mais genre récolter. Ça peut être à l'INRA, il y a plein de vignes, tu vois. Donc tu pourrais très bien être sur des plants qui existent déjà et juste récolter certains cépages. Non, après, les rosés, c'est des vins d'assemblage. Donc on mélange plusieurs cépages. Donc après, si on arrive à voir qu'il y a quand même une approche un peu cépage dans la classification, là, ça pourrait être intéressant du coup de vinifier un cépage en particulier pour voir si c'est ce cépage qui apporte ces composés ou un autre. Et tu connais déjà les cépages utilisés dans les vins que tu vas étudier ou pas du tout ? Bah là, on a pris un échantillon assez large de vins commerciaux. Okay. Donc on a un peu une idée des cépages qu'il y a dedans. Mais on n'a pas choisi en fonction des cépages forcément. Ouais. On a juste essayé d'avoir des vins de la même... pour les pays, par exemple, d'une région vraiment donnée, pour dire que ce soit un peu homogène. Parce que forcément, si tu prends des vins de n'importe où en Espagne, tu auras aussi une différence, alors que c'est pas forcément... Oui, bah c'est sûr. Si tu commences à mettre un Médoc, un Bordeaux, un Côte-du-Rhône et un Bourgogne, et tu fais tout ça, il faut qu'on trouve que c'est pareil. Bon, voilà. Ça va être un peu compliqué. Ouais. J'ai une question hyper naïve. Comment on fait un rosé ? Je suis une bordelaise, mais moi, à part le blanc et le rouge, je sais pas comment on fait du rosé. Tu vois, le rouge et le blanc, tu le prends et tu mélanges un peu les deux. Tu fais une couleur parfaitement rose. 60-40, 40-60, etc. Quel enfer. Si c'était si simple, ça serait parfait. C'est clair. Bah, en soi, c'est la même chose, sauf que tu peux partir du rouge, de raisin rouge ou de raisin blanc. Ok. Et après, il y a juste des processus différents. Il y a 2 types de vins rosés. Il y a un rosé de saignée où tu vas... Alors, il faudrait que je vérifie pour pas dire de bêtises, mais où tu vas laisser le raisin entier en contact un peu avec le jus pour avoir un peu la couleur quand même. Ok. Ça, c'est plus, je pense, pour les raisins blancs, pour que tu aies quand même un peu. Mais pas trop, du coup, parce que si tu as des raisins rouges de base, bah, tu auras un vin un peu plus foncé. Un peu plus rouge. C'est plus rosé, du coup, à force. Et après, il y a un autre vin de macération, je sais plus. Non, de pressurage direct. Où là, tu laisses pas en contact et tu fais directement, t'écrases directement les raisins. Ok. Et du coup, ce qui fait la couleur par rapport à un blanc ou un rouge, c'est juste que tu as des cépages de c'est juste deux que types. C'est pas forcément le cépage, c'est plus... bah si, un peu, parce que tu as plus ou moins d'anthocyanes aussi dans les cépages, mais c'est plus le temps de contact, en fait. Ok. Hop là, et là, on a eu un premier mot qui a été passé, mais comme ça, les anthocyanes. Mais tu l'as dans l'épisode de Jean, les anthocyanes. Oui, mais on peut le rappeler. C'est le premier épisode de ton podcast. Oui, mais excuse-moi, mais alors moi, je suis quelqu'un qui découvre le podcast aujourd'hui. On est quand même au 40e épisode bientôt. Tu découvres le podcast. Ah bah, bravo. Ça va pas. La meuf très premier degré. Je rigole. Je rigole, j'avais compris qu'il parlait des auditeurs. Merci. J'adore. C'est un humour qui me régale beaucoup. Oui, est-ce que tu peux nous rappeler les anthocyanes du coup Les anthocyanes, c'est des composés... alors, ça va être un autre mot barbare. C'est des composés phénoliques. En gros, c'est des composés qui sont normalement plus dans la peau de ton raisin. Okay. Et c'est eux qui sont responsables de la couleur de ton vin. C'est un peu la kératine du vin, quoi. Non, putain, j'ai confondu avec l'autre. La mélanine. Plus, oui. Ouais.
Pas la kératine. Excusez-moi, j'ai confondu. Je confonds les hormones. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas des hormones. Je sais pas. Ça finit en in. D'accord. Bref. Ok, donc du coup, là, actuellement, t'en es où dans ta recherche? Alors, en termes de temps, je suis à la moitié de ma thèse. Okay. En termes de recherche, je suis au tout début. Du coup, forcément, oui, la mise en place du protocole, etc. Ouais, il y a eu un gros temps d'optimisation de méthodes aussi. Okay. Parce que c'est des méthodes qui sont bien décrites pour les blancs, les rouges et quelques rosés, mais pour les rosés de Provence spécifiquement, non. Donc il fallait vérifier que les méthodes que j'ai piochées dans la bibliographie, elles soient OK avec mon vin. Donc ça a pris quand même pas mal de temps. Ouais. Mais alors du coup, quelle démarche, quelle méthode vous avez choisi d'utiliser pour cette thèse? Alors du coup, on peut pas tellement analyser directement le vin parce que les composés que je cherche, ils sont en faible quantité. Il y a beaucoup de familles différentes et ça interagit avec des composés qui vont pas intervenir dans l'arôme. Okay. Donc du coup, il faut nécessairement passer par une étape d'extraction de ces composés-là. Donc il y a différentes méthodes qui existent et du coup, il a fallu tester les différentes méthodes et voir lesquelles étaient les meilleures. Et en plus de ça, moi, je cherche aussi des composés un peu spécifiques que sont les thiols. Et eux, ils sont encore plus embêtants, on va dire, à chercher parce qu'ils sont encore plus en faible quantité. Et ils sont facilement... ils sont pas très stables, donc ils sont facilement oxydables et peuvent changer aussi avec la température ou même complètement partir aussi selon les conditions de stockage. Donc il y a une méthode aussi à développer spécifiquement pour ces composés-là. Et du coup, comme les conditions de stockage elles peuvent être variables d'une chaîne à l'autre, t'aurais pas mieux fait de récupérer directement au château pour être sûr qu'il n'y a pas eu un changement de stockage, de chaîne de froid, de tout ce que tu veux. Ouais, ça aurait été idéal, mais après, je sais que ça a été plus ou moins bien stocké à 4 degrés tout le long, donc normalement, on n'a pas de perte à ce niveau. Mais même à 4 degrés, ça peut se perdre quand même assez vite. Donc c'est pour ça qu'un rosé, il faut le boire assez rapidement. Oui, le rosé de garde, c'est pas très connu pour l'instant. Hein. Non, il y en a qui essayent. Oui, c'est parce que ça fait autre chose, hein, mais bon. C'est comme un blanc, déjà, des blancs de garde, on n'a pas des masses non plus. Donc, j'essaie d'imaginer le truc, ça me morifie. J'ai gardé un rosé il a 10 ans. Non. Déjà, la couleur devrait un peu dissuader, je pense, au bout de 10 ans. Mais... Ouais, après, si ça s'oxydie un peu. Voilà, je l'ai tenté. S'oxyde. Si ça s'oxyde un peu, ça peut prendre peut-être une teinte un peu plus rose orangé. C'est très joli. Ça, par contre, ça peut peut-être m'attirer. Ça, pour le coup. Faites des vieux rosés, en fait. Ça m'intéresse. Ok, donc tu as une difficulté déjà première sur la conservation du coup de ton élément. Ouais, il faut aller vite, quoi, si tu veux avoir l'info. Mais bon. Et après l'extraction, tu analyses chromatographie, autre mot barbare. C'est une machine qui te permet de séparer les composés un par un. Ok. Et moi, c'est couplé avec un spectromètre de masse qui permet de savoir quelle molécule correspond à quel pic sur ton chromatogramme. Ok. Ouais. Alors comme ça, j'ai l'imagine ça comme un signal. Et en gros, tu as des pics et chaque pic, c'est un élément. Ok. C'est rigolo. Et moi, c'est même encore... c'est aussi couplé à un port olfactif. Donc, tu mets ton nez et tu peux sentir chaque composé qui sort un par un. Et du coup, associer l'identification à l'odeur et... Mais alors, du coup, je suppose que vu que c'était dans la chimie du vin, tu as dû avoir des cours un peu d'onologie et de dégustation ou de reconnaissance des cours de nez, du coup, peut-être un petit peu en master. Et on a aussi analysé un peu sensoriellement tous les échantillons qu'on avait présélectionnés pour vérifier qu'ils n'avaient pas de défaut déjà. Et aussi avoir une idée des descripteurs aromatiques de tous les vins pour pouvoir après corréler aussi. Si on a des différences, si on retrouve les mêmes différences en sensoriel et en chimie. Ça me fait penser à 2 questions du coup. Tu compares tes Provence à quelle autre région, quel autre type Alors là, on a choisi Languedoc, Bordeaux
la Loire, une région en Espagne, une région en Italie et en Hongrie aussi. Waouh, ça fait beaucoup de comparaisons du coup. Oui. Donc ça fait beaucoup de travail, j'imagine déjà. En tout, il y a 100 échantillons et qu'on fait en triplicat, donc 300 analyses à faire. x2 parce qu'on a 2 méthodes d'extraction. Donc, nickel. Ouais. La base, enfin, j'ai envie de dire 300 échantillons, qu'est-ce que c'est Et deuxième question hyper naïve, on retrouve quoi comme type d'arôme, enfin comme arôme connu dans les rosés? Ça dépend de la région dans laquelle tu es. En Provence, pour le coup, tu vas avoir plus de côté agrumes, qui va être lié au thiol, justement, ces molécules un peu complexes à chercher. Donc c'est plutôt pamplemousse, fruit de la passion, tout ça. Et tu as aussi un côté amylique, donc ça c'est lié, c'est le bonbon banane Haribo, tu vois, un peu, ou le harlequin. C'est côté un peu sympa. Et des fois, tu as un côté fruité aussi, beaucoup. Ok. C'est peut-être pour ça que j'aime le Provence. Et dans les autres, il y a quoi? Dans les autres, tu retrouves aussi ces choses-là, mais tu as peut-être un peu moins d'agrumes, un peu moins de choses comme ça. Ok. Anémique. Toi, tu veux que ça fait les mots qui Comment tu dis? Amylique. Amylique, je le retiendrai. Ouais. C'est le goût du bonbon harlequin. Ouais, ça sent trop bon. Amylique. Amylique. En plus, j'adore le mot, je trouve. C'est un joli mot. Il est amylique. Non, mais du coup, pour se la raconter en société, c'est bien. Non, c'était pas sucré, c'est amylique. Voilà. Utilisons les bons mots, les bons termes. Les bons termes, tu parles du bonbon harlequin, s'il te plaît, je suis un expert. Ok. Pardon, Du coup, une fois que tu as fait ça, tu as fait tes analyses chimiques sur tes composés, ton approche sensorielle, ça passe aussi par de la dégustation? Oui. Là, on avait sélectionné nos vins aussi au niveau sensoriel pour essayer qu'il y ait aussi une homogénéité dans les vins qu'on choisit, mais pas trop non plus, parce que sinon ça biaise un peu l'échantillonnage. C'est pas représentatif de ce qu'on trouve en grande surface. Donc on a fait comme ça. Et après, il y a cette histoire de port olfactif aussi qui permet de faire un peu le côté sensoriel. Et ça permet aussi de voir... Parce qu'en fait, tu peux avoir des composés avec une énorme concentration, mais qui vont apporter très peu à l'arôme de ton vin. Donc, on calcule ça avec le seuil de perception. Et du coup, on peut aussi déterminer le seuil de perception avec ces méthodes olfactométriques, ça s'appelle. Olfactométrique, c'est assez clair pour le coup. Et t'es toute seule à faire tes analyses sensorielles ou pas? Non. Est-ce que tu fais en double aveugle? Est-ce que c'est un peu randomisé? Genre, tu sais pas trop qu'est-ce que tu analyses et tu sors les composés? C'est un peu anonymisé parce que on a goûté dans des flacons. Enfin, ça nous avait été mis en flacon avec des numéros. Donc, on savait de quelle région ça venait, mais on n'avait pas d'idée de composés ou de choses qu'il y avait dedans. Et j'ai fait ça avec... Nathalie, qui est l'œnologue du Centre du Rosé avec lequel je fais ma thèse, et Clémence, qui est la responsable de l'analyse sensorielle là-bas aussi. Donc, c'est des gens qui maîtrisent un peu le truc, quoi. Parce que moi, en analyse sensorielle, j'ai quelques bases, mais je suis pas du tout pro. Donc, ça sent le pamplemousse. Non. Mais si. Mais des fois, à 3, on disait totalement des choses qui allaient dans tous les sens. Donc ces échantillons-là, on les a pas forcément sélectionnés parce qu'on s'est dit c'est trop. Si déjà sensoriellement, c'est trop compliqué. Après, bon. Puis s'il y a 3 experts, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, c'est compliqué, quoi. C'est ça. Ok. Et est-ce que tu as des... Par exemple, pour le sensoriel, est-ce que tu as des échantillons de référence? Genre, tu sais que cette odeur, genre, tu l'as dans un petit flacon, et si tu veux comparer, tu peux comparer, genre, ça sent ça, je crois. Oui. Tu sens et tu fais, ah, ça sent pas ça. Ou, ah oui, c'est le bon arôme. Parce que les manettes pour les nez, parce que mon père, il m'en avait ramené un, il m'en a montré une parce qu'il en a dans son labo de biochimie, du coup. Et ils ont des petits flacons avec les arômes, avec chaque truc. Chaque truc sent un truc, et à chaque fois, il te fait sentir des trucs, t'es là, je connais cette odeur, je n'ai aucune idée de ce que c'est. On a ça. Enfin, moi, j'ai pas le truc spécial vin, mais je m'étais formée au ce qu'on appelle le champ des odeurs. Donc, du coup, c'est exactement ça. En fait, c'est des molécules que tu mets en flacon et tu sens. Et là, tu as le terme qui correspond.
Donc en fait, à force, tu apprends le terme qui va avec. Et au début, tu as tes propres descripteurs. Tu dis, pour moi, ça sent ça, ça sent ça. Et à force, tu apprends le terme générique et ça permet aussi d'uniformiser un peu le truc entre différents testeurs parce que sinon, ça part aussi dans tous les sens. Ça me fait penser à quand j'étais petite. Oui, voilà. Moi, au début, quand j'ai commencé la thèse, dès que je sentais un truc, je disais ça sent comme chez mamie. Mais il n'y a que moi qui pouvais comprendre. Merci. Allô, mamie. Il faut que tu viennes. Ça a le goût de la fraise. Il y a 5 personnes qui vont débarquer chez toi. C'est juste pour sentir. C'est juste pour vérifier. C'est pour une odeur, c'est pour vérifier un truc. Amélique. Et même comme on a des perceptions différentes, aussi, des récepteurs différents, et donc des perceptions différentes, une même molécule, selon la concentration, va avoir des descripteurs complètement différents. Je me rappelle d'un cours d'analyse senso au tout début du master, donc j'y connaissais vraiment rien là pour le coup, où je sens un truc et je dis ça sent le pipi de chat à fond, et il y a le prof qui dit c'est une odeur très agréable de bouillie, de machin. J'étais non, ça pue. Non, frérot. Non, clairement pas. Pas et en fait, si, parce que pour le coup, c'est une molécule qu'on retrouve aussi dans certains rosés. Et maintenant que je le sens, oui, ça peut être agréable. Ce n'est pas que du pipi. Mais c'est comme tout, hein. C'est développer l'essence de l'odorat et du goût. C'est plus tu vas rentrer en précision et plus tu vas élargir ta palette. Alors que c'est comme les couleurs, hein. Moi je vois les couleurs en mode rouge, vert, bleu. Il y en a qui voient du corail, du machin, et qui peut te faire une différence entre 3 oranges qui paraissent identiques. Oui. C'est l'entraînement qui joue beaucoup. Et c'est vrai qu'au début, tu as du mal à mettre un mot sur une odeur. Oui. C'est affreux parce que tu sais que tu as déjà senti ça, mais il n'y a pas de mot qui sort. Et après, ça va mieux. Tu retrouves. Puis je trouve ça difficile tu vois, autant une couleur, tu vas te la mettre tu vas te montrer la couleur, tu vas écrire en dessous ce que c'est. Autant une odeur, t'écrire en dessous ce que c'est impossible. Ouais. Donc et même comment j'intègre l'information. Et même d'un jour à l'autre, tu vas soit des fois pas le sentir, soit le sentir différemment. Donc c'est important au début, quand on s'entraîne, de mettre le maximum de descripteurs, même si ça paraît complètement fou. Mais ça aide, et aussi échanger avec les autres. Ils vont avoir d'autres descripteurs qu'on va retrouver après. On va dire oui, lui il sentait ça, donc c'est ça. Il faut échanger, ça aide. Et est-ce que, genre par exemple, la température de ta pièce ou le temps qu'il fait ou n'importe quoi, imaginons il pleut, la quantité de l'humidité dans l'air c'est pas la même, est-ce que ça va influencer ta perception ou la qualité des échantillons que tu analyses? Ça influence. Il y a aussi ce que tu as mangé le matin. Si tu mets du parfum, des fois on n'y pense pas, mais juste l'odeur de ton gel douche, ça peut te perturber. Et du coup, est-ce que vous êtes obligé d'avoir des trucs neutres, pas de parfum, pas de machin? J'essaye d'éviter de mettre du parfum quand je fais de l'analyse senso, mais des fois t'oublies et après une fois devant tu fais alors ça c'est mon parfum. Et on décale à demain du coup. Tu rentres, hop, fini. Non, ça joue beaucoup. Ouais. Donc typiquement, imaginons un jour où t'as mis tel parfum, t'es dans tel contexte, tu vas trouver ton vin hyper bon, tu le regoutes 2 semaines après, t'es habillé différemment, t'as pas mangé la même chose et t'as fait un truc, tu le trouves dégueulasse. Oui, c'est possible. Ça se peut. Ok. Ça se peut. Je vais me noter ça pour plus tard. Non, mais c'est pas que ton vin est dégueulasse, c'est que je suis pas dans les bonnes conditions pour le déguster. C'est que c'est mon parfum, il va pas avec. Ce matin, je me suis levé, j'ai mis ma veste rouge. Bon, voilà. Non, mais c'est mon gel douche, je l'ai changé, ça va pas avec ton vin. C'est pas toi, hein, vraiment, c'est mon Avant, gel douche. Avant, j'ai mangé ça va pas avec, c'est sûr. T'as suffi plein de bonnes techniques. J'aime beaucoup. Technique pour esquiver quand t'aimes pas un truc. Le but de cette thèse, parce que on voit bien qu'il y a cette volonté de mettre en avant les vins de Provence et que ça t'a été commenté, t'as dit, par un syndicat ou un observatoire. Non, c'est un centre de recherche et développement en fait, uniquement dédié au rosé. Ok. Et eux, ils ont aussi une cave où ils font leur micro-vinification, donc pour différents projets. Donc ils essayent leur truc aussi. Oui, ils font plein d'essais sur les cépages, sur les arômes, sur plein de choses. Et ils ont aussi un laboratoire d'analyse et une salle d'analyse sensorielle. Enfin, ils sont vraiment équipés. Ils sont cofinanceurs de ma thèse avec la région PACA. Et Provence, Alpes et Côte d'Azur. Eh oui. Enfin, c'est région sud plutôt, mais sud PACA.
Et du coup, le troisième partenaire de ça, c'est l'Université Côte d'Azur avec l'Institut de chimie et le CNRS. Du coup. Ah, c'est cool, t'as vraiment un triangle. T'as ton labo, ton école et la région qui te finance. Puis en plus, ce qui est bien, c'est que côté université, c'est vraiment des spécialistes de chimie, mais pas forcément du vin. Donc, ils sont chimie analytique, ils sont au top. Donc, du coup, ils ont l'expertise sur le côté technique. Et le centre du rosé, eux, ils ont l'expertise terrain. Donc, ils me ramènent un peu, des fois, tu t'éparpilles trop. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est ça. Et du coup, ça me permet de mieux cibler ce que je recherche. Parce que, par exemple, les thiols, moi, je les vois pas du tout au départ sur mes analyses. Donc, si j'étais restée dans ce truc-là, je serais jamais allée les chercher. Alors que eux m'ont dit, nous, non, mais on sait que les thiols, ils sont impliqués, donc faudrait que tu ailles les voir. Et du coup, ça pousse à développer une autre méthode. Donc, c'est vraiment interdisciplinaire et ça, c'est chouette. Bah carrément, et puis en plus, le premier truc qui saute aux yeux quand on voit le titre de ta thèse, c'est vraiment une volonté de mettre en avant du coup les vins de Provence aussi, pour pouvoir les faire se démarquer. Est-ce qu'il y a aussi peut-être une volonté marketing derrière En fait, ils sont déjà un peu au top sur le marché, enfin ils sont leaders un peu du marché. Ouais. Donc c'est plus dans l'idée d'avoir les clés pour conserver cette qualité-là de leur vin et rester au top. Il y a aussi du coup une volonté historique et un savoir-faire à transmettre et à comprendre et à transmettre du coup. Ouais, un petit côté chauvin de la région, quoi. Bon, c'est quand même écrit dans le titre de la thèse. Je pense qu'à Bordeaux, t'as les mêmes avec les Bordeaux. Bien sûr. Oui. Alors, mais partout. On va partir du principe que du vin en France, c'est chauvin. Oui, déjà. Les vins français. Les vins français, si tu viens d'une région, tu ne jureras que par ce vin-là et t'as envie de dire putain, mais non. Du coup, c'est faux, je préfère le rosé de Provence. Oui, mais tout est différente. C'est un zèbre, c'est ça. Ouais, exactement. Je pense que je vais migrer vers le sud-est, un de ces quatre. Ah non, mais dis pas ça. Je suis triste. Non, mais ils font du très bon rouge. Je vais très bientôt. Mais non, mais c'est super la Provence, je dis pas, mais c'est loin. C'est chiant d'accès. Non, mais si je vais en postdoc à l'étranger, tu vas voir que c'est loin. Mais ça me fait. C'est pas pareil. C'est pas pareil, ça me gêne moins. Alors, Marseille, c'est énorme. Par contre, si tu vas à Berlin, soirée techno. Ah, attends, tu sais me parler. Voilà. Non, mais c'est que vraiment, la Provence, c'est vraiment trop chiant d'accès, ça me fait péter un câble. Ça va, soit tu prends l'avion. Mais non, alors non, tu prends pas l'avion, tu prends le train. 11 heures de train. Ouais, le train, c'est galère. Tu vas 11 heures, ça dépend où tu vas. Marseille, c'est 7. Entre 6 et 7. C'est très sympathique, la route. Je sais pas. Tu passes par Toulouse, tu passes par Narbonne, Carcassonne. Toutes les villes en Rhône. Montpellier. Voilà. T'as une petite bifurcation à Nîmes si tu veux aller à Avignon. C'est super. J'adore Avignon. T'as vue sur mer. Voilà. Toute la côte, là, quand tu passes sur la côte et tout, c'est bien. Oui, non mais je connais pas très bien en plus pour le coup là-bas. J'ai redécouvert ça l'an dernier avec Laura qui m'a amené à Avignon. Voilà, c'était sympa. Pour le Frames. Pour le Frame Festival, tout à fait. Ouais. Et puis après, je suis allé à Manosque, au-dessus de Aix-en-Provence. Manosque. Et c'était super, j'ai beaucoup aimé. D'accord, donc voilà, donc le but vraiment c'est de mettre en avant ces vins-là pour un point de vue du coup historique et savoir-faire. C'est pas tellement mettre en avant, c'est plus caractériser un peu la qualité, enfin ce qui fait la qualité actuelle pour pouvoir la garder, parce qu'on est dans un monde qui change et du coup faut aussi avoir si on sait un peu les marqueurs qu'il faut suivre et comment on peut jouer sur ces marqueurs, après on pourra s'adapter à toutes les situations. Complètement. Mais du coup voilà, donc tu vas faire ça par une approche donc analytique et sensorielle, à savoir genre vraiment scientifique. Et aussi, je sais pas comment dire, parce que c'est pas une démarche moins scientifique, mais plus sensoriel est vraiment le mot, hein, c'est terrible, oui. Je n'arrive pas à le changer. On va dire plutôt quantitative et qualitative, si tu préfères. On peut dire ça comme ça. Parce que le sensoriel, c'est plus qualitatif que quantitatif, sur le principe. Non, parce que tu peux, aussi quantifier l'intensité et tu peux aussi, en analyse chimique, avoir une idée de qualité avec... par exemple, sans quantifier tes composés, avoir juste la liste des composés, c'est un peu qualitatif. Bon, mais c'est sensoriel, voilà, on va pas se prendre la tête. Non, mais voilà, mais après, l'idée, les c'est deux sont complémentaires parce que en chimie, en chimie, en sensoriel, par exemple, des fois, ton nez est plus sensible que n'importe quelle machine, donc du coup, tu pourras pas remplacer. La preuve, on met encore notre nez au bout de la machine.
Et en chimie, tu vas pouvoir aussi détecter des choses que tu peux pas détecter. Que tu sens pas, ouais. En fait, c'est plus un côté macro-micro où tu vas prendre le côté très large en mode un vin, ça se sent, ça se déguste, donc on va le tester comme ça. Et après, on va l'analyser en profondeur. Qu'elle est la chimie de ce vin-là? Parce que en plus, c'est même pas aussi simple que un composé égale une odeur. Ouais. Sinon, ce serait trop facile. Putain. C'est un ensemble de composés. Vraiment, je le vois quand je fais mes extraits. Le but, c'est aussi de concentrer ces molécules qui sont à très faible concentration. Et ça change tout l'équilibre. Et du coup, ton extrait, tu as du mal à savoir s'il est représentatif du vin que tu as au départ. Parce que comme les concentrations changent, l'équilibre change. Tu n'es plus dans l'alcool, tu es dans un solvant. Donc ça change tout. Et on peut aussi faire des tests où en enlevant une molécule, tu ressens et ça a complètement changé l'équilibre. Et c'est aussi comme ça que tu sais que cette molécule, elle est hyper essentielle pour ton goût. Et donc... mais alors si tu t'amuses à les enlever toutes une par une pour tester ce que ça fait et en changeant les combinaisons de trucs, bon courage. Bon. Le roi des maths, ça fait combien de possibilités? Beaucoup trop. Beaucoup trop pour qu'on ait envie de les calculer. Et donc du coup, moi, ma grande question, après donc avoir vu tout ça, c'est comment tu t'es retrouvé là-dedans? Dans le vin? Dans le vin, enfin surtout dans le vin rosé du coup, dans cette thèse-là en Provence. Alors, dans le vin, j'ai envie de dire, c'est un peu comme au Bénix. Je suis tombée dedans. Je viens du Nord après. Donc, il y a beaucoup de vin dans le Nord? Non, mais on aime bien. On aime bien le boire. Il y a beaucoup d'alcool. Gros cliché, mais bon. Et non, j'ai toujours un peu aimé ça. Et dans la famille, on aime bien un peu déguster. Donc, j'avais déjà un peu aussi... j'aimais bien aussi savoir d'où ça venait, et les régions, etc. Et le master, je l'ai trouvé en cherchant un peu les masters après ma licence. Je voulais quelque chose d'appliqué. Okay. Je voulais plus faire un truc trop théorique, trop général. Moi, je cherchais à la base les masters nutrition santé. Et en cherchant sur le site de l'Université de Bordeaux, je suis tombée sur master sciences de la vigne et du vin. Et j'avais des cœurs dans les yeux. Donc j'ai postulé pour le défi, parce que j'avais pas non plus des connaissances folles avant d'intégrer ce master. Et j'ai été prise, donc... Voilà, et la thèse en Provence, c'est pas un peu pareil. Je cherchais une thèse et je suis tombée sur l'annonce et j'ai adoré le sujet, donc j'ai postulé. Et... On cherche une thésarde. C'est souvent comme ça. En gros, t'as comme moi quand je cherche un postdoc, c'est-à-dire que tu as des listes de gens qui ont des financements pour un thésard, un postdoc, ce que tu veux, et ils balancent des offres. Mais tu peux tomber dessus, ça peut être sur les sites de l'université, ça peut être sur d'autres sites référencés. Et après, tu peux aussi passer des concours pour postuler à un sujet, mais tu as plus souvent ce type de profil où tu postules sur un sujet. Il y avait le sujet et ils venaient d'apprendre qu'ils avaient le financement de la région. Donc le recrutement est allé assez vite. Ouais, tu m'étonnes. D'ailleurs, c'est Jean qui l'a su en premier que j'étais pris pour cette thèse. Parce que j'ai reçu le mail et j'étais dans le même bureau que lui. Et du coup, c'était le premier à savoir. Trop mignon. Voilà. Il devait être trop content. J'imagine tellement sa tête quand il a vu que tu avais la thèse. J'ai levé les bras et il m'a regardé genre, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle lève les bras toute seule? Ouais. Ok, ça va Charlotte. Un peu trop de vent aujourd'hui, non? C'est les vapeurs d'alcool. J'ai été prise et il m'a fait oh ouais, trop bien. Voilà. C'était avant ou après qu'ils disent que la thèse c'est l'enfer? Il m'avait pas prévenu. Non, du coup, comment tu la vis ta thèse? Franchement, je la vis plutôt bien. Ouais. Il y a des hauts débats, mais après, je suis très très bien encadrée. Donc, ça c'est chouette. Je m'entends très bien avec tous mes encadrants et chacun a sa spécialité, son champ d'expertise. Donc, je sais à qui poser telle question. Et du coup, c'est jamais la même personne. Et du coup, ça permet... Des fois, c'est le bordel parce qu'il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir. Moi, je dis stop. Qu'est-ce que je fais du coup? Gris. Des fois, ils sont tous les deux d'accord contre moi. Mais ça arrive rarement quand même. Donc, non, je suis très bien encadrée. Moi, j'ai aucun problème. Je le vis bien. Là, c'est la période un peu dure parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et il n'y a pas grand-chose qui fonctionne à 100% parfaitement. La thèse, quoi. Ouais, sinon, ce serait trop facile. Mais c'est la période un peu dure, mais ça va. Ouais, j'ai un peu la page. Bon, après, il va arriver la rédaction aussi, t'en fais pas. Hein. Ouais, j'essaye de faire un peu, commencer un peu au fur et à mesure. Déjà pour la tête, parce que mon cahier de labo, c'est juste un torchon. C'est pas un torchon, mais j'écris pas tout en me disant tu t'en rappelleras. Et tu t'en rappelles pas. Effectivement, je m'en rappelle pas. Effectivement.
Donc j'essaye de rédiger au fur et à mesure déjà pour pas... J'ai peur de la page blanche le jour où je vais me retrouver. Allez, maintenant tu rédiges. Donc s'il y a déjà un petit début qui est fait ou au moins un plan et qu'il faut juste remettre les idées en ordre. Oui, ou des passages, enfin que tu as une matière sur laquelle commencer à rédiger quoi. Ma directrice de thèse m'avait fait faire un plan détaillé, mais genre méga détaillé. Et elle me les avait calés sur des semaines. Genre sur un planning, genre tel jour, tu rédiges telle sous-partie de sous-partie de sous-partie. Et du coup, ça aide vachement à s'organiser et à pas se retrouver devant... T'as l'impression que t'as un mur à écrire. En fait, t'as un pavé de 10 lignes à écrire. Ça va aller pour une journée, tu vois. À relativiser, c'est OK. Tu te dis, bon, je vais lire quelques articles et ça va trop être... une partie de biblio au tout début de ma thèse. Et je la relis et déjà, je me dis... Il y a plein de choses qui sont complètement fausses. Mais oui, classique. Oui, bah ça, après, ça sera jamais définitif. Même si tu écris des trucs maintenant, tu vas les changer. Mais le fait d'avoir une base, tu vois, le fait d'avoir une base, c'est déjà vraiment... Ouais. Très bien. Maintenant, la grande question qu'on pose à tout le monde. Comment tu sors de cette thèse ? Comment tu t'aères l'esprit La lecture, beaucoup. Ouais. Tu lis de quoi Chips. J'aime bien les romans policiers. Moi aussi. Bon, ça va, Robin, tu peux parler. On a vraiment joué à Chips. Ça va être très long en podcast de jouer à Chips. Beaucoup de policiers. Ouais. Et c'est le seul truc qui me permet un peu de déconnecter, sinon je suis tout le temps dedans. Je me réveille en pleine nuit en disant j'ai une idée. Heureusement que tu fais pas une thèse en génétique, quoi. C'est chiant. L'ARN, le spectre. Mais justement, ça aide à décorcher plus vite. Là, tu ouvres une bouteille, tu fais et si on prenait une bouteille de rosé. Non, le rosé à force. Et du coup, c'est quoi comme quels auteurs que tu lis Un peu tout. Ça dépend de ce que je trouve et ce que j'ai envie. Là, j'ai recommencé un peu les Agatha Christie. Putain, j'allais dire ça. Les classiques. Ouais. Tu fais quoi ? Tu les chines en librairie ou tu... J'ai un peu tous les supports. Soit je pique dans la bibliothèque de ma grand-mère. Oups. Elle le sait pas forcément. Elle va le savoir. Coucou mamie. Ou je trouve un peu en occasion. Ou j'ai une liseuse aussi. Ah, tu fais partie de cette équipe qui a la liseuse. Oui, c'est bien pratique en voyage. Oui, c'est vrai. Ça évite de prendre les gros pavés. Bah là, typiquement, j'ai fait une valise pour 4 jours. J'ai 2 bouquins dedans. Bon, bah c'est un peu trop gros pour une valise. Mais c'est pour le train. Là, quand tu te déplaces en train... Mais au moins, une fois que l'avantage de la liseuse, c'est qu'une fois que tu as fini, tu peux embrayer sur un autre sans te dire j'ai pas prévu le livre d'après. Bah ouais, c'est ça. C'est vrai. Mais c'est tu peux lire dans le noir. C'est tout petit. Non, mais il y a plein d'avantages, mais c'est vraiment quand j'ai vu un texte écrit sur une liseuse la première fois, j'ai fait je m'y adapterai jamais, je crois. Moi, j'aime trop, moi aussi, j'aimais bien le papier. Moi, je lis toujours en papier, mais quand je suis chez moi, du coup. Pour la BD, ça me gêne moins, par contre. Pour la lecture comme ça de livres, ça me dérange, mais pour la BD, ça me gêne pas trop. Ouais. Je suis assez étonné. Mais parce qu'il y a des BD que tu peux lire aussi en full vertical et c'est assez rigolo. C'est une autre manière de penser la BD. Ouais. Je sais pas, moi je sais que même les articles scientifiques, certains, quand c'est vraiment des trucs importants, je les imprime. Oui, moi aussi. Ouais. J'aime bien les lire en papier et chercher les infos sur le papier. Puis surligner, écrire, machin. Ouais, c'est ça, faire des notes, des ratures, enfin c'est des il y a plein de réactions chimiques. Plier la page qui m'a intéressé parce que je sais qu'il y a un passage qui m'a principalement marqué et quand je vais le refeuilleter, je vais faire alors c'était quoi déjà, c'était là. Ça, j'avoue. Parce que même si tu peux surligner sur un PowerPoint, sur un PPT, sur un PDF, je vais y arriver. Voilà. Sur un PDF, c'est pas pareil, je trouve. Non. Genre rechercher l'information dedans. Puis à force, l'écran, moi, ça me fatigue, donc j'aime bien le support papier quand même. Et donc lire, et après lire. Juste lire, ok. Non, mono-activité. J'ai repris aussi la danse cette année. Tu fais quoi comme danse ? Du contemporain. Stylé. Modern jazz. Non, je pourrais, mais je préfère le contemporain. C'est plus libre ? C'est plus pensé, c'est plus philosophique, je trouve. Oui, j'avais oublié qu'on avait affaire à une thésarde, donc poser le cerveau, c'est difficile. Oui. Oui, mais au moins tu réfléchis à autre chose et du coup ton cerveau il est pas. Oui, si tu fais travailler sur autre chose. Quoi. Ouais. Et non, c'est vraiment bien. Ok. Voilà. Et tu performes ou tu fais juste ça en club Non, c'est dans une école de danse. Ok. Le Crack. Le Crack. Big up.
Oui, Centre régional d'art chorégraphique. Pas du tout un nom à donner pour de la danse très esthétique. Le crack. Le crack. Tu viens avec ta pipe et voilà. Nickel. Très bien. Je pense que nous arrivons sur la fin de ce podcast. C'est le résumé du coup cette thèse. Maintenant d'abord, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées dans ta thèse dont tu voudrais parler? Je pense qu'on a dit le principal. Juste un petit coucou à mes directeurs parce qu'ils m'ont demandé de leur faire un petit coucou. Donc Sylvain Antoniotti et Xavier Fernandez, côté chimie, et côté Centre du Rosé, Nathalie Pouzalgue et Gilles Masson. Voilà. Eh bien, enchanté à tous. Bonjour. Bonsoir à tous. Et on se retrouve du coup pour résumer cette thèse. Ouais. Allez, c'est parti. C'est à toi. Jingle. C'est l'interro de Robin. C'est l'interro de Robin. Hop là. Donc bon, à résumer, du coup, c'est assez simple. On l'a déjà fait une première fois. Oui, tu peux cacher, mais du coup, je vais pas lire. Je cache le titre. Parce que sinon, tu vas lire le titre. Voilà. Donc, ton travail sur cette thèse a pour but, du coup, de caractériser les vins de Provence, donc les vins rosés de Provence spécifiquement, par une approche donc, sensorielle, mais aussi scientifique, afin d'en extraire, du coup, toutes les connaissances possibles et de pouvoir avoir une sorte de marqueur temporel sur ces vins de rosé à cette période-là. Oui, mais l'analyse sensorielle, c'est aussi un peu scientifique. Ouais, mais je sais pas comment le différencier du coup, les deux. Chimique. Ouais, tu fais des extractions chimiques de décomposés. Donc, tu peux dire. c'est pour dire, genre, il y a le nez, la bouche, et après les machines. Oui. Tu peux dire ça. C'est encore mieux. Des analyses physiques, dans le sens littéral du terme, à savoir sensorielles, et des analyses. Par des méthodes scientifiques plus traditionnelles, à savoir des grosses machines qui coûtent très cher. Ça coûte combien un spectro? Ça dépend la puissance du spectro que tu veux, le type de spectro que tu veux, mais la machine que j'utilise, elle coûte cher. Et encore, on a pris la moins chère. Pour les cambrioleurs, bon, alors arrêtez de cambrioler les maisons en fait. Les centres de recherche, ils ont des machines avec des millions dedans. C'est plus dur à revendre. Ouais, c'est clair. Mais je suis sûre que. Ouais, tu trouves acheteur. Ouais, je pense. Faut viser l'international. Ouais. Non, à Bordeaux, en termes de microscope, par exemple, je pense qu'il y a des trucs qui vaut cher et il y a des trucs qui est un peu rare, tu vois. Le microscope de Julia, c'est ça? Oui, typiquement. Typiquement, ouais. 1 milliard. 1 milliard, le microscope. Non, c'était pas 1 milliard, je crois. Non, mais c'était beaucoup trop un microscope. Et ben voilà, on a bien résumé la thèse. Est-ce que tu ne mettrais pas une note? Maintenant, on va te mettre des notes à chaque fois. Allons-y. Sur combien? Sur ce que tu veux. Sur ce que tu veux. Il y en a qui t'ont mis des notes genre 100 sur 20, un truc comme ça. Oui, non, mais ça c'était absurde. C'est Simon. Ouais, non, Simon, c'est un énorme faillot. Salut Simon. Simon qui a recommandé un bouquin que j'ai essayé de lire et je suis désolé Simon, mais je n'y arriverai pas. Ça me fait péter un câble. C'est l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Et en fait, je me suis dit, ça va être absurde, ça va être rigolo et ça va relier des trucs scientifiques. Non, c'est vraiment que de la science. C'est vraiment que de la science et c'est vraiment, je suis en mode, c'est dur. C'est beaucoup trop dur à lire. Genre, j'ai lu 4 pages et j'ai fait, j'y arrive pas. Ça me fait péter un câble. C'est fou. Mais c'est très gentil de faire des recommandations. C'est ma mère qui m'a dit, je l'ai si tu veux le lire. J'ai essayé de lire et j'ai fait, je lui ai dit, mais t'as réussi à le lire toi? Elle m'a fait, non. Je vais arrêter aussi alors. Il faut s'avouer vaincu au bout d'un moment. Le but, c'est pas de le finir, c'est d'aller le plus loin. Ouais, mais c'est de tenter, de voir différentes écritures, voir différentes manières. Bah, du coup, c'est comme à l'escalade. Tu testes jusqu'à ce que tu puisses plus. C'est et tu recommences jusqu'à ce que tu iras un peu plus loin. Je recommencerai plus tard. Voilà, c'est très bien. La note. Allez, on va dire 8 sur 10. Oui, c'est bien 8 sur 10. Un beau 16. C'est un joli 16. Ouais, je mettrais plus un 15. J'ai fait mieux comme résumé. Non, mais ils sont toujours trop gentils avec toi. J'ai utilisé des mots trop compliqués aussi. Non, ça va. Et puis en plus, en général, le résumé de la thèse, on essaie vraiment de le faire en une phrase one shot. Pour que justement, quand tu sors de l'épisode, tu fasses, ah oui, c'est ça qui travaille sur le truc qui fait ça, machin. Puis comme ça, c'est plus facile. C'est plus sympa. Sur le vin pas bon. Sur le vin pas bon. On dira pas ça. Un vin qui a de fort potentiel. Oui. Voilà. Bah d'ailleurs, moi je vais recommander un rosé du coup. Allez. Des haters du rosé. Tout à fait, nous allons passer aux recommandations. Je sais pas si tu as été prévenu. Non. Ah ben voilà, on fait des recommandations culturelles ou autres. Donc si tu as quelque chose à recommander en fin d'épisode. Bah tous les rosés de Provence. Ça me paraît évident. Corporate. Je vais vérifier si c'est bien un rosé de Provence parce que quand même c'est embêtant que ce soit pas un rosé de Provence.
Ah non, c'est un rosé de Montélimar. Pardon. Je sais pas où est Montélimar. Aucune idée. J'ai dit ça, ça se trouve, c'est en un Provence. Peu plus haut. Non, je suis pas sûre. Je suis très nulle en géographie. Je vais vérifier cette information tout de suite. Montélimar. Je dirais que c'est entre la Provence et Lyon, mais... Eh ben, c'est complètement en Provence, hein, oui, c'est en Provence. Ah. C'est le long du Rhône. Alors, c'est pas parce que la Provence, c'est vraiment... Ah non, la Provence, c'est peut-être vraiment tout à droite. C'est au-dessus d'Avignon. Ah oui, donc on est peut-être encore un peu dans la Provence. Peut-être encore un peu. Bon. Eh bien, du rosé de Montélimar, voilà, on recommande le rosé de Montélimar. Pas sûr qu'ils en fassent. Hop là. Je cherchais un truc parce que c'est vrai que je me suis pas du tout préparé non plus à ça, j'avais zappé. Toulon, c'est région PACA, on est d'accord ? Oui. Eh bien, c'est bon. Du coup, c'est bon. Mon rosé, il vient de Provence. Tchac. Donc, comment il s'appelle ton rosé ? C'est le rosé Songe Rosé Don Bosco. Et c'est Sacrifice, le nom du rosé. Et c'est un rosé que j'avais goûté pas du tout dans la région PACA. Est-ce que tu as l'appellation ? Oula. Question trop technique. Peut-être, mais pas sur ce site. Ce site-là, il est pas clair. Il n'est pas conventionnel. Non, mais je vais chercher ça pour après. Parce que d'une appellation à l'autre, ça peut aussi changer la typicité. On va essayer aussi d'avoir cette approche-là, de voir jusqu'où on peut aller dans la différenciation, en fait. Non, je ne trouve pas. Il s'appelle pas. Il s'appelle pas. Il s'appelle pas, il va se chercher. Allez. Voilà, merci, c'est tout pour toi. Ça, et je vais recommander aussi, vu qu'on enregistre un épisode tous les 60 ans en ce moment, Tard. donc j'ai plein de recos, la série The White Lotus. Ah, j'ai pas encore fait, tout le monde m'en dit du bien. Voilà, c'est une série HBO, si je me trompe pas. Oui. Et c'est une série un peu ambiance. Alors, si je vous fais le pitch de la série, ça va être un peu bizarre, parce que dit comme je vais le dire, ça va pas donner envie, mais il faut pas se focus là-dessus. En gros, c'est des gens ultra riches dans un hôtel sur une île à Hawaï. Voilà. Et c'est des histoires de famille et de relations sur des gens qui ont tous des problèmes mentaux plus ou moins... Enfin, ils sont riches, quoi. Donc ils ont plein de problèmes. Donc ils sont tarés. Hein. Donc ils sont tarés. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et c'est un peu le relationnel entre ces persos. Et il y a un couple en lune de miel, il y a une famille qui est là, avec la fille, elle a ramené une pote à elle. Enfin, il y a plein d'histoires comme ça. Et c'est comment est-ce qu'eux interagissent entre eux. Et il va se passer des choses qui vont faire que c'est... Il y a des rebondissements comme dans toutes les séries. Voilà. Alors après, si on peut donner envie aux gens, ça a eu énormément de Emmy Awards. Ça a été très récompensé, notamment pour les acteurs. Oui, le casting est très bon. Ouais, il y a Aubrey Plaza dedans que je ne connaissais pas. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle est dans plein de films que j'adorais. Notamment Scott Pilgrim. Ah, j'adore Scott Pilgrim. Bah oui, je sais que t'adores Scott Pilgrim. Voilà. Et il y a la musique qui a été faite par celui qui a fait la musique d'Utopia. Cristobal Van machin, j'ai plus son nom. Exactement. Mais bah Utopia, oui. Bah, Utopia, voilà, oui. donc la bande Utopia en ce moment est sur Arte, c'est gratuit, allez-y. Ouais, voilà. C'est ça que tu vas recommander? Non, du tout, moi j'ai recommandé autre chose. Même si je recommande bien évidemment Utopia à chaque fois. C'est... Ok. Et Fleabag aussi, au cas où. Oui, Fleabag. Au cas où les gens oublient. Parce que Fleabag aussi, ça a eu beaucoup d'Emmy Awards si vous voulez aller voir. En plus, on m'a offert les scripts pour mon anniversaire, du coup je suis trop content. C'est super, c'est un super beau bouquin et tout. Mais non, moi c'est pas ça que je vais vous recommander. Moi je vais vous recommander un groupe qui s'appelle Who Made Who. C'est pas un groupe forcément très récent, ça fait 10-20 ans qu'ils font de la musique. Mais voilà, ils font de la musique électronique, c'est noté synth pop. J'ai envie de mourir à chaque fois que je vois ce style-là, mais ok. Et en fait, pourquoi je vous les recommande? Bon, mais déjà parce que je me suis un peu intéressé à leurs albums très spécifiquement, mais surtout parce qu'ils ont fait un concert avec Le Cercle. Je sais pas si vous connaissez Le Cercle. Ça me dit quelque chose. Ouais. C'est une chaîne YouTube qui fait des concerts dans des lieux incroyables, et ils ont fait un concert devant le temple de Abu Simbel. Wow. C'est juste fou. C'est juste fou. L'ambiance est tarée. Les réals des fois du Cercle me laissent un peu à désirer, mais alors là sur celle-là je la trouve parfaite. Je trouve que c'est vraiment, le lieu est super beau. Les gars sont dans des tenues un peu mélange traditionnel égyptien et trucs un peu de mode travaillé, etc. Et puis c'est vraiment sur fond d'ambiance électro, pas vraiment techno, mais une sorte d'ambiance très planante, c'est tout. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable comme endroit. Donc voilà, le groupe s'appelle Who Made Who, tout attaché. Là pour le coup c'est Who Made Who. Donc voilà, et l'album que j'ai commencé à écouter s'appelle Brighter, sorti en 2012. Donc voilà, je vous recommande tout ça.
Petit roco, Charlotte. Oula. On reste sur les vins. Le vin rosé. Le vin rosé de Provence. Toujours. Non, par contre, les vins rouges de Provence, moi j'ai été agréablement surprise en arrivant. Mais moi aussi. Parce que moi, c'est pas parce que je suis à Bordeaux, mais je suis plutôt vin rouge de Bordeaux, un peu bien costaud. Les Médocs, quoi. Et du coup, en arrivant, j'ai voulu tester quand même pour pas être bête. Et j'ai été agréablement surprise parce qu'ils sont vachement bons. Ils sont plus légers en tanin ou même je trouve en intensité, mais ils passent super bien. Ils sont très doux. Oui. Et pourtant, ils sont aussi très aromatiques parce que j'avais peur des vins un peu fades. Mais en fait, pas du tout. Non, ouais, c'est une très bonne découverte aussi, moi, la Provence sur les vins. Je connaissais pas du tout et c'est très sympa. Donc voilà, les vins rouges de Provence, du coup. Les vins rouges de Provence, une petite appellation comme ça? Il y a une appellation, il y a un vin qui s'appelle Charlotte. Donc, Bon. Et son appellation, c'est le Charlotte. Donc vous le retrouverez facilement. Je sais plus quelle appellation c'est, mais ça doit être Côte de Provence. Et le nom, c'est Charlotte et il est pas mal. Eh ben, écoute, on ira chercher ça, on le mettra en description pour voir que les gens puissent le recommander et le récupérer. Eh ben, écoute, merci Charlotte d'être venue dans ce podcast. Merci à vous. Très content de t'avoir reçu. Moi aussi, depuis le temps. C'est sûr. Vrai. Jean sera très content d'entendre ton épisode, je pense, même s'il est à l'autre bout du monde, littéralement. Oui. Donc voilà. Eh ben, écoutez, je vous remercie pour ce nouvel épisode. Je suis très content de vous avoir reçu. Donc, si vous avez aimé cet épisode, mais qu'est-ce que vous pouvez bien faire? Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, à savoir par exemple Spotify, Apple Podcast, Deezer et Podcast Addict. Voilà, par exemple. Non, mais j'en sors 4 comme ça, voilà, pour pas de jaloux. Des trucs payants, des trucs pas payants, voilà. Alors, les podcasts sont gratuits partout. Hein. Oui, non, mais d'accord, mais les plateformes ne sont pas forcément gratuites. Mais même si tu fais que écouter le podcast, la plateforme est gratuite. C'est-à-dire que tu peux télécharger Spotify et Deezer et sans prendre d'abonnement, écouter les podcasts. Alors, voilà. peut-être que ça va changer d'ici là. Peut-être que ça changera. Mais en tout cas, il y en a plein qui sont gratuits. Ouais. Enfin, tout est gratuit pour l'instant. Bonjour, bienvenue dans le podcast du chipotage. C'est important de dire ça aux gens. Voilà. Vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous avez apprécié, mettre des étoiles et des commentaires sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez aussi écouter les autres podcasts de Audio Mori pendant que Robin se mouche dans le micro. J'ai coupé mon micro pour pouvoir me moucher. D'accord. On est sûr de ça? Et oui, regarde. Là, c'est si je me mouche avec. Et là, c'est si je me mouche en le coupant. D'accord. Nuance. Nuance incroyable. Il y a une nuance. Ok. On est toujours sur chipotage podcast. Chipodcast. Podcast. Quel enfer. Oui. Et quel enfer. Du coup, les autres podcasts de Audio Mori. Tout à fait. À savoir Divine Féminine, qui parle de la vie de Robin en musique. Oui. Et surtout d'amour. Toujours dans les bons coups, qui parle de sexe et de sexualité en général, où il y a des invités qui viennent un peu raconter leur rapport au sexe. Et aussi Parlons Sensibilité, qui est le podcast de Jean et de Lucille, qui sont actuellement en road trip en Asie et qui est hébergé chez Audio Mori pendant que eux ils sont en train de faire le tour du monde. Voilà. Ils vont revenir. Ils vont revenir. Ils vont reprendre. Ouais, bien sûr. Ou alors ils feront Parlons Sensibilité en Asie. Écoute, ce sera très bien aussi. Un petit hors-série là. Voilà. Et rejoindre le Discord si ça vous dit, même s'il y a personne qui l'utilise. Pour l'instant, le Discord existe. Un jour, il va se réveiller. Mais pour l'instant, on est chill. Voilà, on est chillos. Mais en même temps, je vais plus beaucoup sur Discord parce que je vais plus beaucoup jouer à des jeux aussi. Donc, le jour où je reprendrai tout ça. Bon, voilà, écoutez, merci beaucoup pour cette écoute. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Taisez-vous. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Bientôt. Ciao.